Il y a des jours où créer c'est facile, où les idées viennent, où les mains suivent. Et puis il y a les autres jours, avec les doutes, les blocages, la petite voix qui nous dit à quoi bon. Dans Eh ben c'est bien, j'ai eu envie de tendre le micro à celles et ceux qui font, qui créent, qui bricolent, qui tissent ou imaginent, des artistes ou des artisanes, pros ou amateurs, pour qui la créativité est une nécessité, un espace d'expression, un refuge ou un engagement. Eh ben c'est bien, c'est cette expression qu'on a tous et toutes entendue un jour, quand on tente d'expliquer ce que l'on fait et pourquoi on le fait, et qu'on nous répond cette phrase, avec un sourire poli, comme pour clore la conversation. Ici, on rouvre cette discussion, on prend le temps, on est curieux. Je suis Lorna et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une artiste que j'aime beaucoup, Jenna Rose. Jenna est plasticienne avec un univers à la fois intime et percutant. Elle se trouve à mi-chemin entre la peinture, le collage, la poésie visuelle et l'activisme. Elle s'approprie la ville de Toulouse comme une toile vivante où elle vient y coller ses œuvres à l'aide de son escabeau et de son pinceau à colle. Ses œuvres racontent des liens, des regards, des luttes. Son art n'est pas juste joli, il est politique, féministe, intime, mais surtout il est engagé. Il est rempli d'espoir et de rage avec une forme de résistance poétique. Pour Jenna, l'art est fait pour circuler, pour toucher, pour faire réagir, pour dire ce que l'on tait. On y retrouve des corps en mouvement, des personnages hybrides, des petits chiens, des jeux de mots, des slogans détournés et beaucoup de second degré. Tout est baigné dans un univers ultra coloré, oscillant entre pop culture, critique sociale et politique. Jenna représente cet art qui ne ment pas, celui qui montre, celui qui hurle. Son art est celui des personnes qui refusent les cases, qui s'indignent, qui ne se résignent pas. Un art accessible et frontal et surtout nécessaire. Merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue Jenna. Bonjour, merci beaucoup pour cette super présentation. Alors d'abord, je vais commencer par te demander de nous raconter ton parcours. Alors, mon parcours, à la base, je me destinais pas du tout à de la création artistique. J'ai commencé par des études en langue étrangère appliquée. Je voulais devenir traductrice. Et en fait, pas du tout. Au final, j'ai bifurqué en 2009 en études de communication visuelle. Et là, ça fait 10 ans que je suis en poste en tant que graphiste dans une entreprise à Toulouse. Donc, je suis restée loyale à mon tout premier travail. Mais pendant tout ce temps, à côté du taf, j'ai toujours veillé à développer ma créativité dans des projets perso. Il y a eu toute la période du Covid où j'ai commencé à peaufiner et travailler beaucoup plus la peinture dans un nouveau style. Et en 2022, j'ai commencé le street collage. C'était une année où j'étais partie en voyage 3 semaines en vadrouille et je suis rentrée de mon voyage et par hasard, mon meilleur ami m'a proposé d'aller coller dans la rue. Et là, grosse révélation. J'ai trop aimé l'expérience et ça m'est complètement resté. Donc voilà, c'est là qu'un nouveau chapitre a commencé. Et c'est comme ça, par le street collage, que je me suis fait repérer en tant qu'artiste par une personne à l'époque qui travaillait aux Connexions, l'ancienne salle de concert à Toulouse, qui m'a lancée et encouragée pour ma toute première expo, qui s'appelle Vanessa, que je remercie aujourd'hui. Donc, à partir de là, je me suis un peu plus lancée. J'ai enchaîné un peu tout en mode yes man. Je prenais tout ce que je pouvais faire pour me faire de l'expérience, c'est-à-dire des marchés de créatrices, notamment le Bel Air, des expositions perso collectives, avec des assos ou juste d'autres artistes. On m'a proposé aussi des projets de street art sous forme de happening. Et j'ai eu une agente qui m'a repérée pendant un moment, qui m'a beaucoup aidée à trouver des lieux d'expo et à gérer mes premiers événements. Du coup, quand tu es partie, donc quand tu as arrêté les études de langue et tout ça, c'est parce que tu avais envie de créer. Est-ce que cette envie est venue soudainement ou est-ce qu'elle est là depuis toujours? Enfin, comment du coup c'est venu? Je pense que c'était une période où j'étais un peu perdue. Mes études me correspondaient plus trop vraiment. Et j'avais toujours eu cette grosse créativité en moi, mais je pense que je l'assumais pas vraiment. Je me disais pas que je pouvais en faire quelque chose. Et surtout, je dirais que ce qui me pousse à créer, c'est un genre de dérégulation émotionnelle qui me caractérise. Donc, je suis un peu une pile dans la vie de tous les jours. Les gens qui me connaissent bien savent. Je suis assez active, j'aime bien faire le clown. En même temps, je suis une grande angoissée.
Donc j'ai souvent le cerveau qui brûle du sucre inutilement, et les moments où je peins, c'est là que je pose un peu tout, je me focus sur une activité que j'aime vraiment. Donc c'est un peu cliché de dire que c'est thérapeutique, mais en vrai ça a commencé comme ça pour moi, le besoin de créer. Il y a vraiment eu un moment dans ma vie où ça s'est vérifié. J'ai eu un épisode un peu compliqué à gérer, et spontanément j'ai pris une boîte de pastels et j'ai commencé à gribouiller tout ce qui me venait. Donc c'était surtout du texte en rafale, donc vraiment en dégueulis sur un cahier. Et c'est là que j'ai fait mes premiers visuels en mode défouloir, quoi. Et du coup, j'ai un peu eu un déclic comme ça en déversant de l'émotionnel. J'ai eu l'impression de nettoyer un peu à l'intérieur, en tout cas d'alléger ce que je ressentais. Donc au début, c'était une démarche très autocentrée. Et c'est plus tard que mes thématiques, elles se sont élargies et elles sont devenues un peu plus politiques. En effet, sur ton compte Instagram, on voit tes débuts au pastel, c'est quand même hyper intime et tout ça, mais ça reste hyper engagé parce que il y a tout ce côté féministe et ouais, où tu parles de toi, mais à travers toi, enfin, je pense qu'on peut tous et toutes se reconnaître par ça. Et là, tu parlais d'engagement. Est-ce que tu pensais que quand tu faisais du pastel et que c'était un peu plus intime, ça restait engagé ou c'est venu vraiment après quand on t'a collé dans la rue? Ben, en vrai, pour être honnête, ça a pas toujours été logique pour moi, cet engagement. En fait, c'est drôle parce que quand j'y pense avec du recul, quand j'ai commencé mes créas, de façon générale, j'étais quand même déjà entourée de personnes queer, féministes, engagées, mais je questionnais pas le pourquoi du comment. Je me demandais pas vraiment ce que ça disait sur moi. J'avais pas conscientisé pourquoi je m'entourais de ces personnes. Et je me sentais pas particulièrement politisée à la base. Mais en vrai, j'étais déjà en cheminement dans ma tête, à vouloir déconstruire plein de choses, à me poser tout le temps des questions sur un peu tout. Genre, des sujets qui sont revenus par la suite, c'est quoi les normes sociales, les normes de genre, c'est quoi les dynamiques d'une société de privilèges, les dynamiques de pouvoir, comment c'est mis en place, où est-ce que moi je ressens de la contradiction ou de la dissonance ou un sentiment des fois d'être inadapté à un système. Et je lisais pas mal de livres sur le sujet. Donc c'est venu comme ça. J'ai voulu petit à petit retranscrire tout ce que ça m'apportait. Et jusqu'à aujourd'hui, les personnes qui m'ont amené à ces questionnements, c'est les personnes que j'aime représenter. Et moi, mon acte militant, entre guillemets, c'est de leur dédier des séries de portraits, de leur donner de la visibilité dans l'espace public notamment, en les imprimant en grand, avec des couleurs hyper tape à l'œil, en les mettant en avant, quoi. Mais je pense que j'ai quand même toujours eu cet esprit critique sans vraiment le nommer comme ça. Mais c'est pas forcément explicite pour moi dans mes peintures. Et parce que des fois, ça va être un portrait d'une personne que je trouve badass, justement. Les personnes ne le savent pas forcément. Et des fois, ça peut se caractériser par une phrase un peu cinglante qui va accompagner un portrait, comme pour le portrait de la vieille dame qui dit «baise-moi», qui dénonce l'agisme. Le fait qu'en gros, passer un certain âge pour les femmes, on peut ressentir une pression de plus être désirable parce que plus conforme à des standards de beauté, etc. Parce que le patriarcat a décidé d'une date de péremption, tu vois. Je vois. Donc, une femme âgée qui dit baise-moi, ça va être choquant ou moqué. En tout cas, ça va provoquer des réactions. Et du coup, moi, je me dis que ça va questionner. Ouais. Donc, j'aime bien utiliser le biais de l'humour ou des choses un peu de l'intime pour parler du politique. En effet, tes œuvres, elles amènent à réfléchir, elles amènent à se questionner pour les personnes qui sont pas forcément politisées ou qui vont pas s'intéresser forcément à ce sujet, qui vont voir, par exemple, cette dame âgée avec écrit «Baise-moi», ils vont peut-être se demander pourquoi tu as décidé de faire ça, etc. Ça me fait penser pas mal aux caricatures qu'on peut trouver dans les journaux qui dénoncent. Et je me suis dit que peut-être tu avais dû recevoir des commentaires négatifs ou peut-être un peu plus violents vis-à-vis de ça, parce que tu touches à des sujets qui sont quand même vraiment politiques. Et je me suis demandé comment tu le vivais et comment tu te détaches de ce regard-là. Bah, ça dépend, mais ça m'est déjà arrivé, mais pas tant que ça. Ça m'est arrivé l'année dernière en faisant notamment un collage en soutien à la Palestine. J'ai eu des remarques de passants du genre «Dégage-moi ces saloperies», ou le classique «J'appelle les flics». Bon, ils appellent jamais les flics, mais c'est la menace suprême. Pas de ça dans notre quartier, j'ai eu.
Donc, en gros, c'est des remarques que j'ai jamais quand je vais afficher un portrait ou coller un petit chat coloré, bizarrement. C'est évident que dès que c'est politique, ça m'expose un peu plus à de la critique. Mais après, dans l'ensemble, même sur les réseaux, déjà, je pense pas avoir assez de visibilité ou de célébrité pour me prendre un shitstorm non plus. Mm. Mais il y a eu une période avec les législatives où j'avais fait un post qui m'a valu d'être shadow banned pendant un temps. Ça, c'était un peu dur à encaisser d'être invisibilisée du jour au lendemain. Parce qu'en gros, j'avais dessiné une moustache de facho sur le visage de Bardella que j'avais peint. Et là, c'est pas passé. Et quand tu tapais le hashtag Génarose, il n'y avait plus personne. Disparition de la circulation. Donc, je sais aussi que c'est très réglementé, Insta. Enfin, il y a des codes à ne pas enfreindre, sinon on se fait invisibiliser. Et après, voilà, il y a des fois tout simplement où je vais citer un passage de livre féministe ou juste dénoncer des propos ou des attitudes sexistes. Et là, j'ai des messages de vieux gars, donc c'est toujours un message privé, hein, comme quoi je suis une femme aigrie, qui n'a rien compris de la vie. Mais le détachement, c'est que pour moi, ces personnes-là, c'est pas vraiment ma cible. C'est là où j'arrive à me dire, c'est pas si grave. Du coup, j'arrive à avoir ce détachement alors que je suis quand même une personne anxieuse. Mm. Mais ouais, des fois, ça m'a fait sourire parce que je me disais, enfin, c'est pas à ces personnes-là que je m'adresse. Et puis, Et ça te fait pas peur qu'il y ait, par exemple, dans la rue, par rapport notamment à la Palestine, où les gens sont quand même assez violents, qu'il y ait un jour, je sais pas, les flics qui se ramènent, enfin, des trucs comme ça te... ouais, mais c'est arrivé que j'ai les flics qui se ramènent. En général, ils me posent la question. La première question qui vient, c'est est-ce que c'est un collage politique? Et je dis non, innocemment. Bah, après, ils voient de la peinture principalement, à moins qu'il y ait un message. Donc, c'est assez facile de contourner la question. Mais franchement, dans l'ensemble, j'ai des messages encourageants, en fait. Ok, trop bien. Oui, donc ça, c'est vraiment un cas spécial où j'avais eu un espèce de déferlement de remarques, mais d'habitude, c'est merci beaucoup, trop beau, continue. Ok, et ça te fait quoi, du coup, quand t'entends ça? Ben, c'est un gros ego boost. Et à chaque fois, je réponds merci, je vais continuer. Ça m'encourage de fou. On a gros pouce, mais on a besoin de ça aussi pour avancer et se motiver. On va pas se mentir. Ah non, mais c'est clair. Aussi, quand j'ai vu donc ta page Instagram que je suis depuis pas mal de temps pour la première fois, ce qui m'a frappé dans ton trait de pastel, du coup, c'était que c'était très spontané, très brut. C'est frappant, je trouve. Et du coup, je me suis posé la question de ton processus créatif. Est-ce que tu vas faire tes collages, est-ce que tu vas faire tes peintures, etc. à l'instinct? Ou est-ce que tu vas avoir des idées avant, tu vas le poser en croquis? Et est-ce que du coup, ce processus a toujours été le même? Bah, il s'est dessiné particulièrement ces 2 dernières années, je dirais, mais vraiment avec l'utilisation de la peinture et ça s'est affirmé avec le temps. Mais je dirais que j'ai 2 façons de procéder vraiment distinctes. La première, c'est du portrait pur et dur. Donc ça, c'est un peu calculé à l'avance parce que la démarche, ça va être de proposer à des personnes que je trouve inspirantes, que ce soit artistiquement, politiquement ou juste pour illustrer une idée précise que j'ai eue pour la personne, de poser pour moi. Donc je vais prendre en photo la personne, je vais sélectionner quelques visuels et les coloriser à l'acrylique. Et parfois après, je vais, comme je te disais, les agrandir et les coller dans la rue. Et le plus souvent, c'est les visuels que je vais peindre quand je pars en voyage. Je peins énormément dans le train. Je sais pas pourquoi. Ça me permet un peu de fixer le temps. C'est vraiment des moments que j'apprécie de ouf. Donc ça, c'est la partie où je mets en avant des personnes que je trouve géniales. Et la deuxième, elle est moins préméditée, on va dire. Elle est plus en réaction à de l'actualité. Donc là, ça va être plus du travail numérique pour dénoncer un fait. Et du coup, l'idée, ça va être, je vois une info, par exemple, une connerie, le jour de l'élection de Trump, ben, le soir même, je sais que je vais faire un visuel de sa tronche en verdâtre avec des mouches qui volent autour et l'intégrer dans de la typo. Et là, il faut que je sois assez réactive et rapide pour l'imprimer et le coller, par exemple, le lendemain. Pour répondre vite à quelque chose qui m'a indigné ou qui m'a travaillé, quoi. Et après, sinon, en général, pour garder mes idées, je note tout dans un carnet. Même au travail, j'ai un petit carnet. De temps en temps, j'écris des notes dedans et j'ai des montagnes de listes d'idées dans mon portable. Évidemment.
J'ai pu remarquer que dans toutes les personnes qui créent, dans mon entourage, beaucoup ne se sentent pas légitimes, soit de montrer ce qu'elles font, soit elles se sentent pas, ouais, légitimes du succès qu'elles peuvent rencontrer ou des remarques positives qu'on peut leur dire et cetera. Est-ce que toi, c'est ton cas? Bah oui, ça m'arrive, c'est un gros point noir, cette question de la légitimité chez plein d'artistes. Je pense que d'une part, ça implique, la question de l'estime de soi. Pour les personnes comme moi, qui doutent beaucoup d'elles, la clé, ça a été de produire, sans relâche. Du coup, de m'affirmer dans la pratique. Donc ça, c'est un peu un combat avec soi-même, avant tout pour se prouver, Ouais. soi-même sa légitimité. Mmh. Et du coup, après, il y a l'étape d'oser montrer ce qu'on fait, proposer des choses concrètes, vraiment se lancer dans une Mmh. expo, genre un peu concrétiser un projet, quoi, aller jusqu'au bout, se faire un réseau, tout ça. Et après, il y a la question de vouloir occuper une place dans un système quand même, parce qu'il faut dire que dans le milieu de l'art, le milieu de l'art, il est codifié aussi. Donc, il y a ce truc il faut avoir fait les bonnes écoles, fréquenter les bons cercles, que ce soit les galeries, commissaires, collectionneurs, connaître les bons codes visuels ou de langage, Mmh. etc. Donc, du coup, je pense qu'on part pas avec une base égale déjà. Ouais. Donc, je pense que c'est important d'être conscient que ce sentiment d'illégitimité ou de vulnérabilité, il peut venir de là aussi. Que c'est pas Ouais. juste de l'auto-sabotage, qu'il y a aussi un cadre général Une qui rentre en construction, du jeu. coup. Oui, voilà. Ouais. Mais le syndrome de l'imposteur, personnellement, chez moi, il est par phase. Il y a des moments où je vais faire des choses super impulsivement. Je me dis, bon, ça plaira peut-être pas, mais ça me ressemble, ça me fait du bien de le sortir comme c'est. Donc là, l'idée, c'est de faire quelque chose qui me ressemble et qui fait du sens. Et je me dis que c'est une démarche un peu vertueuse dans le sens, je fais quelque chose de personnel, je suis dans une démarche authentique, ça parle aux gens, je vais recevoir des retours positifs. Et du coup, c'est une façon d'asseoir une légitimité, une confiance. Mais encore une fois, ça s'inscrit dans comment on se positionne dans un système. Par exemple, si on est une femme artiste racisée queer, hors normes physiques ou sociales, Ouais. on va plus probablement être marginalisé Ouais, qu'une bien autre sûr. personne, quoi. Quand tu as fait tes expos et que tu es arrivée dans ce monde-là, auquel du coup tu avais pas l'air d'être forcément habituée, comment tu as réagi, face à ça? Bah, alors moi, j'expose pas vraiment en galerie jusque-là. OK. C'est une démarche à laquelle je pense petit à petit, passer sur du grand format et le tenter. Mais jusqu'à présent, c'était vraiment des expos dans des petits lieux cosy, des bars qui rassemblent du monde. OK. Donc des lieux un peu conviviaux. C'est pas, pour moi, c'est pas des lieux d'art avec un grand A, quoi. OK. Oui, je vois. C'était plus simple pour commencer. Quel, regard, du coup, tu portes sur tes œuvres? Là, tout à l'heure, tu parlais, des œuvres que tu sortais parce que, ben, voilà, tu en avais besoin et tu le montrais, tant pis, même si ça plaît pas et cetera. De manière plus générale, comment tu regardes tes œuvres? Est-ce que tu les regardes avec un recul? Est-ce que tu vas mettre une partie de toi et c'est un peu ton bébé et du coup, les sortir, c'est plus compliqué? Comment ça se passe? C'est drôle que tu dises ça parce que je dis toujours, moi, j'aurais pas d'enfant, mais mes bébés, c'est mes peintures. Oui. Et au début, je voulais pas vendre les originaux parce que j'étais en Et mode, mais ouais. non, mais c'est mon bébé, j'ai Mmh. accouché de cette peinture. Complètement débile. Non, mais je J'ai un tellement. peu déjà amorcé ça depuis. Mais en fait, ça dépend desquels. Le regard que je vais porter sur mes œuvres, c'est pas forcément lié à quand je les ai faites. Déjà, parce que je pourrais dire que je me lasse des tout premiers visuels que j'ai faits. C'est Mmh. pas vraiment le cas. Par exemple, il y en a une que j'avais faite au tout début. En gros, c'est une meuf qui est allongée, qui est un peu au bout de sa vie. Et il y a une punchline au-dessus qui dit « Toi, en PLS avant un date ». Celle-là, par exemple, elle me parle toujours autant. Et Ouais. la technique a été un peu plus grossière parce que c'était à mes débuts. Et je trouve que ça va bien avec le visuel. Donc, dans l'ensemble, comme j'ai l'impression d'avoir trouvé ma patte depuis quelques temps et mon univers graphique, mes couleurs, tout ça, et que je suis un peu plus fière de ce que je fais, j'ai l'impression d'être devenue plus indulgente et d'apprécier mes bébés. Tous à la même valeur, il y a pas de préférence. Est-ce qu'il y a des périodes où tu n'arrives plus à créer? Et si ça arrive, comment tu le vis et comment tu arrives à retrouver, l'inspiration? Bah, il y a des moments où quand je suis fatiguée, je sais qu'il faut pas forcer.
et qu'il faut pas que ça soit de l'ordre de l'injonction de faire, en fait. La plupart du temps, je dirais que mon problème, c'est plus à l'inverse, sans vouloir être prétentieuse, mais encore une fois, c'est parce que souvent, je vis des montagnes russes émotionnelles, donc je me fais vivre des trucs pas possibles, donc il faut que je l'expulse, entre guillemets, et du coup, que je crée quelque chose, c'est un peu instinctif. Moi, mon défi, mon challenge, ça serait plus de calmer le jeu, de me prendre des temps de répit parce que j'ai mon taf plus ça à côté et j'ai du mal à parfois à trouver un équilibre par rapport à ça. Et le piège, c'est de ne pas arriver à me reposer, de tout le temps vouloir faire justement. T'en parlais tout à l'heure, tu cites des livres, des poèmes dans tes descriptions Instagram, que je cite pas, mais si tu as envie d'en citer quelques-uns, tu peux. Tu mets aussi en avant des vieilles publicités de magazines. Tu voyages beaucoup. Oui. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler de ces inspirations-là ou peut-être nous parler d'autres sources d'inspiration que tu as à part ça? C'est beaucoup les livres quand même, mais après j'en ai un peu tout le temps partout, que ce soit des gens ou autre chose. Ouais. Par exemple, en courant de peinture, j'aime beaucoup dans l'utilisation des couleurs, pas la période et les boys clubs que ça représentait, mais le courant du fauvisme, parce qu'il y avait une utilisation des couleurs hyper audacieuses, c'est très éclatant les teintes, et c'est là où on commençait à s'écarter du réalisme sur le choix des couleurs. Ça me parle beaucoup, par exemple, pour traiter des visages ou des corps avec du dégradé, des couleurs très punchy. Rien à voir, mais j'aime beaucoup l'esthétique des vieux films d'horreur, genre les films de Carpenter, les visuels super kitsch avec des typos dégoulinantes. J'aime bien amener ça dans mes visuels. Déjà ado, j'avais comme livre de chevet des chairs de poule. Ah oui. J'aimais bien tout ce qui était hyper anxiogène pour nourrir mon imaginaire déglingué. Après, en bonne graphie, j'utilise pas mal Pinterest pour avoir des idées de compos, de couleurs et de typos. Mais c'est vrai qu'il y a eu une grosse phase où c'était les lectures surtout qui reviennent pour me donner des nouvelles idées. Genre, j'avais lu un livre de Marie Coq qui s'appelle Vieille fille, où l'autrice, elle explique qu'être une femme seule sans enfant, ça peut être un choix libre de vie alternative, donc pas quelque chose de subi ou un échec. Et ça, par exemple, ça m'a inspirée pour faire un grand collage d'une fille avec des chats à ses pieds, qui, pour le coup, serait un pied de nez à cette vision triste de la vieille fille, quoi, avec un visage, un regard un peu en puissance, quoi, un peu défiant. Et après, il y avait le livre de Virginia Woolf sur une chambre à soi, en exemple, qui m'a donné envie de créer une fausse annonce sur Le Bon Coin où elle serait en train de chercher une piole pour écrire au KLM. Donc j'aime bien revisiter les sujets de livres comme ça à ma sauce. Et après, oui, c'est quand même aussi principalement les gens, comme je te disais, qui m'inspirent. La première personne que j'ai photographiée, c'est une super amie de Berlin. Et elle, pour le coup, elle a un rapport très décomplexé au corps, à la nudité, et que j'ai retrouvé dans les photos qu'on avait prises ensemble. Du coup, on a fait pas mal de séries après. Et ça, c'est quelque chose qui nourrit ce que je fais et qui me fascine, par exemple. Et du coup, ces personnes-là, là, tu disais une personne à Berlin, en fait, quand tu voyages, tu vas en auberge de jeunesse ou je sais pas, enfin, comment tu rencontres ces personnes-là? Ou est-ce que peut-être tu la connaissais d'avant, Berlin? Oui, c'est une amie que je connaissais. En voyage, je prends les clichés que j'ai faits, que j'imprime, j'en prends une dizaine, une vingtaine, et c'est là que je les peins. Ok. Et après, non, je rencontre des gens en auberge de jeunesse et en voyage, mais c'est pas. Ok. J'ai pas assez de temps passé avec pour décider que je vais les. Ok. C'est plutôt des personnes que je connais ou que je suis en tant qu'artiste sur les réseaux. Est-ce que tu te définis comme artiste ou non? Et pourquoi? Aujourd'hui, je dirais que oui. Tu m'aurais posé la question il y a 2 ans, je pense que j'aurais pas assumé. Pour moi, quand on met sa sensibilité ou son esprit critique dans une production perso, que ce soit un visuel, un film ou une musique, peu importe, je pense qu'on est dans une démarche artistique. Et pourquoi tu aurais pas dit ça il y a 2 ans? Parce que justement, cette question de la légitimité et que pour moi, c'était pas suffisant. J'avais pas encore assez produit. Fallait encore prouver, quoi. Il y a ce truc-là, tout à l'heure, on parlait de légitimité, mais il y a aussi une grande injonction à la productivité quand on fait le choix justement d'avoir un métier créatif.
comme pour justifier le choix de vie un peu marginal que les gens peuvent avoir en tête quand on dit qu'on est artiste. Il y a aussi énormément de gens qui créent sur les réseaux. Ça crée une injonction aussi à créer tout le temps, à montrer tout le temps. Comment tu le vis? Est-ce que toi, parfois, tu te sens obligé? Tu disais tout à l'heure que tu voulais pas forcément te sentir obligé de poster ou quoi. Mais est-ce que parfois, tu sens cette injonction-là? Est-ce que tu te dis qu'il faut que tu le fasses plus pour l'algorithme ou pour montrer aux gens que tu es productive, plus que pour dénoncer quelque chose? Bah, je pense que c'est un piège dans lequel on peut tous tomber, c'est inévitable parce qu'on comprend comment marche l'algo et enfin, il y a des trucs qui se checkent au fur et à mesure et Mmh. on peut tomber un peu dans ce truc-là. Euh, Déjà, moi, je vis pas de mon art, comme j'ai mon métier de graphiste à côté, donc j'ai pas vraiment ce sentiment de vie marginale, puisque ma vie, pour l'instant, c'est encore métro, boulot, dodo. Ouais. Mais sur la question des réseaux, oui, il y a ce sentiment d'être noyé dans une masse d'autres comptes, d'autres contenus. Donc il y a quand même cette pression et cet enjeu de productivité. Mmh. Même si des fois, quand on va faire un post, on va pas forcément vendre quelque chose. Au final, il y a Mmh. se vendre soi, il y a des règles tacites avec l'algo où tu dois poster assez souvent pour être visibilisé, être réactive. Mmh. Ça peut être anxiogène. Donc des fois, c'est difficile de s'en détacher. Je pense que, comme je te disais tout à l'heure, il faut savoir faire des pauses pour se recentrer sur ce Ouais. qu'on a envie de faire et de diffuser par la suite. Est-ce que du coup, les collages, c'est un peu prendre le contre-pied des réseaux ou pas? De montrer, en fait, dans la rue, d'aller coller, de plus être noyé par tout un flux ou être noyé Ouais. dans le flux aussi Ben, il y a des une feeds des partie, gens, tu vois? c'est vrai, qui est hyper appréciable, qui est, t'es dans le réel, tu fais ton Ouais, truc, tu réfléchis pas et tu déconnectes. Moi, c'est des moments un peu où je déconnecte et c'est ouais. pour ça que j'ai pas vraiment la pression d'un flic qui va venir me demander qu'est-ce que je fais. J'ai l'impression de dissocier totalement dans ces moments et que je suis là, je suis Ouais. dans ma bulle. Et oui, c'est beaucoup plus vibrant que le moment où tu postes la vidéo en vrai. Ouais, ouais, bien Ouais. sûr. Est-ce que d'avoir eu du succès, tu disais qu'il y avait un agent, qui t'avait contacté, tout ça. Est-ce que ça a changé ta démarche, créative, artistique? Ben, c'est un gros mot, le succès. Ouais, Mais je savais pas comment le dire autrement, mais enfin, d'avoir eu un peu plus de notoriété. du haut de ma célébrité. Non, mais c'est sûr que quand tu commences à avoir un peu de visibilité, c'est hyper gratifiant. C'est Mmh. un ego boost. C'est déjà arrivé qu'on vienne me trouver dans un bar et qu'on me dise c'est toi, Jenna Rose, j'adore ce que tu fais. Et là, je me dis waouh, ok, il faut que je continue. Franchement, c'est trop chou. Et on a besoin de ces encouragements pour se motiver. Mais après, je me rends compte à la longue que c'est pas une fin en soi Mmh. et que de toute façon ça fluctue, qu'il y a des phases où ce qu'on va faire ça floppe un peu plus, on est juste moins actif du coup parce que la vie quoi et que c'est pas forcément un baromètre ou un gage de qualité artistique en Ouais. fait. Euh, et que l'important ça reste de sentir qu'on fait les choses à son rythme et que ça doit pas forcément plaire à tout le monde. Et je sais que c'est facile à dire. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que, ta démarche créative t'a transformé toi? Ou est-ce que tu as transformé ta démarche créative quand tu as évolué en tant que personne? Ou est-ce Question que trop c'est les deep. 2 qui, ont marché ensemble? Ben, c'est sûr que ça m'a fait rencontrer des gens. Ça m'a fait repousser mes limites. Mmh. Genre, enregistrer un podcast avant, ça aurait été jamais de la vie, en fait. Donc, et ça m'a un peu sorti de l'image que j'avais de moi jusque-là, c'est-à-dire la Géna qui fait ce qui est attendu d'elle, tout bien comme il faut, qui a une vie bien rangée, toute tracée. Parce Mmh. il y a 15 ans à peu près, j'avais pas vraiment de hobby, de centre d'intérêt très défini. Je Mmh. me sentais pas vraiment construite personnellement. Donc là, pour la toute première fois, et j'approche de mes 40 ans, j'ai un sentiment de début d'émancipation, justement par l'art. Et c'est peut-être bête, mais juste d'aller coller dans la rue sans demander la permission. Mmh. Simplement l'idée de mener des projets jusqu'au bout, sans que ça reste des idées juste Ouais. sur des bouts de papier. Le fait de les réaliser concrètement, ça m'a donné plus confiance en moi. Et pour la question qui influence qui, c'est ça? Ouais.
C'est dur. Je dirais que c'est indissociable, ma démarche chez moi. Ok. Je sais pas si ça répond bien. Ouais, non, mais si, bien sûr, ça répond. Il n'y a pas de mauvaise réponse, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu as des projets en tête en ce moment dont tu aimerais parler? J'aimerais me reposer Cool. éternellement. Non, je déconne. Ah. Le repos éternel. Non, j'aimerais. J'ai des idées de projets. J'ai un projet très personnel qui me tient à cœur, en mémoire à ma petite sœur que j'ai perdue en 2019. J'aimerais faire un projet, je ne sais pas encore sous quelle forme. Ok. Donc, quelque chose d'hyper intime. Et bon, ça va s'étaler dans le temps. Je me mets pas la rate au courbouillon. Et sinon, à côté, je pense à des expos, mais avec une dimension un peu plus matérielle dans l'absolu que ce que je faisais jusque-là, parce que de plus en plus, j'exploite l'objet. Donc, j'aimerais faire des choses qui prennent plus d'espace et en 3D. Donc ça, c'est en réflexion. Je commence petit à petit à le mettre en place. Et sinon, je vais continuer de participer à des marchés de créatrices et à vandaliser Toulouse, bien sûr, évidemment, pour faire cringer les gens de droite. Oui. Exactement. Est-ce que du coup, quand tu parles des objets, tu parles des petits chiens, notamment roses, qui sont trop mignons? Oui, j'ai une passion pour les porcelaines de grand-mère. Ils sont trop bien. Je sais pas dans quelle direction ça va aller, mais je pense qu'il y a un truc à faire avec. Il y a clairement un truc à faire, c'est beaucoup trop mignon. Pour finir, du coup, est-ce que tu veux nous partager quelque chose qui t'inspire en ce moment, nous faire découvrir quelque chose qui t'a parlé ou que tu as envie de faire, une expo, des musiques, des artistes, des livres, tout ce que tu veux qui t'inspire? Oui, que j'ai pas encore fait. J'ai super envie d'aller voir l'expo All About Love qui est sur la carrière de Michaelen Thomas. C'est une artiste américaine qui fait du collage et de la peinture et aussi des installs. Et elle est aux abattoirs en ce moment, que je l'ai pas encore vue. Mais ça m'attire beaucoup. Et sinon, que j'ai vu récemment et que je recommande en documentaire, c'est la vie de Louise Bourgeois, que je trouve fascinante, qui est une sculptrice juste géniale et hyper inspirante. Tu l'as vu sur quoi, ce documentaire? Je l'ai vu sur Arte. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir accepté de venir malgré le stress. C'était trop chouette. Merci beaucoup de m'avoir reçue et surtout pour ce tout premier épisode. Merci aussi au studio Nuance et à Jérémy Dunn pour cet enregistrement du premier épisode. Ici, on parle de créativité, parce que parler de créativité, c'est parler de ce qui nous traverse, de ce qui nous entoure et de comment l'art et la culture façonnent notre rapport au monde.